Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et si le hockey était là pour une bonne raison? Je veux dire, quand on a le réflexe d'enlever sa main quand on touche quelque chose de trop chaud, c'est pour notre bien. Alors qu'est-ce qu'il en est du hockey? Est-ce qu'il serait là pour notre bien aussi? Et dans ce cas-là, il faudrait éviter d'essayer de le faire passer? Alors non, vous pouvez essayer de faire passer le hockey, parce que ce réflexe, parce que c'est bien un réflexe, figurez-vous qu'il sert à rien. Mais alors strictement à rien. Et c'est d'ailleurs ça qui le rend particulièrement intriguant. Comment est-ce qu'on peut avoir un réflexe pareil, qui soit commun à de très très nombreux mammifères, et qui ne serve à rien? Cette commande neurologique qui à un moment donné va bugger. Nous avons la responsabilité. Les trucs de grand-mère pour le faire passer, donc comme boire à l'envers, faire peur, ça fonctionne? Au-delà de 2 jours de hockey, il faut consulter pour des examens complémentaires. Bon, alors quand je dis que le hockey ne sert à rien, j'exagère pas, il sert vraiment à rien. Je vais vous décrire ce qui se passe quand on hockette et vous allez vite comprendre. Le hockey commence par une contraction involontaire du diaphragme et des muscles intercostaux. Et le diaphragme, c'est le muscle qui est situé sous les poumons et qui se trouve entre la partie gastrique et la partie thoracique où il y a le cœur et les poumons. Son rôle, en dehors du hockey, c'est de nous faire respirer. Quand on le contracte, le volume de la cage thoracique grandit, ce qui fait une sorte d'appel d'air et ça crée l'inspiration. Et quand c'est pour hoqueter, le diaphragme se contracte aussi, ce qui crée une inspiration aussi, donc cool. On pourrait donc logiquement penser que le rôle du hockey serait de nous apporter de l'air, de créer une inspiration. Sauf que, il se trouve que sur le chemin des poumons, on a un aiguillage qui est fait par la glotte. Et c'est une valve qui s'ouvre si l'air cherche à passer, et ça part dans les poumons, donc là c'est typiquement quand on parle ou quand on respire, mais elle se ferme si c'est autre chose que de l'air, et ça part dans le système digestif. D'ailleurs, le son du hockey, c'est le bruit de la glotte qui se ferme. Alors il y a parfois des erreurs d'aiguillage évidemment, mais ça c'est le fonctionnement normal. Et dans le cas du hockey, la glotte se ferme 35 millisecondes après la contraction du diaphragme. Alors 35 millisecondes, c'est assez difficile à se le représenter, mais c'est 30 fois plus rapide que le clignement d'un œil. C'est rapide en titi, les amis. Tellement rapide qu'on peut pas considérer que le hockey permette d'alimenter nos poumons en air. Il n'a pas eu le temps de se déplacer jusque-là. Donc, si on récapitule, le hockey, il crée une inspiration, mais l'air ne peut pas rentrer parce qu'il y a la glotte qui se ferme entre-temps. Dans un article récent de 2017, les auteurs concluaient « L'effet insignifiant du hockey sur la ventilation implique que le hockey n'est pas un réflexe respiratoire. Donc le hockey ne sert à rien, au niveau de la respiration en tout cas, et si jamais il avait une utilité pour autre chose, on la cherche encore. Il n'y a donc aucun mal à essayer d'arrêter ce réflexe agaçant. Alors tout ça, vous le saviez peut-être déjà à propos du hockey. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi. D'où ça vient un truc pareil? Le hockey, c'est pas comme si c'était une maladie qu'une personne sur 10 000 possédait, non. Tous les humains sont concernés et plein d'autres mammifères aussi. Pour que ce soit commun à tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose d'ancré en nous et on peut se demander d'où ça sort. C'est peut-être inutile aujourd'hui, mais ça a dû être utile à un moment donné, non? Dans le même article, il disait « Une explication cohérente de l'origine et des fonctions du hockey reste à être découverte. » Donc on ne sait pas vraiment non plus, mais il y a quand même plein d'hypothèses qui sont proposées pour expliquer la provenance du hockey. Et j'aimerais vous en exposer 3. La première suppose que ce serait des restes d'un comportement fœtal. En fait, le hockey apparaît dès la 8e semaine de grossesse, quand le fœtus fait la taille d'une cerise. Ça apparaît donc très tôt dans le développement. Et le hockey devient ensuite de plus en plus rare au fur et à mesure que l'on grandit. Certains suggèrent alors que ce réflexe fœtal existerait pour éviter l'aspiration du liquide amniotique ou alors pour préparer le bébé à sa future respiration. Cette hypothèse est listée dans de nombreux articles de recherche, mais sans grande conviction apparemment. Par exemple, si c'était vraiment pour empêcher le liquide amniotique de rentrer, pourquoi le réflexe serait d'inspirer et non pas de tousser ? C'est donc pas l'hypothèse qui fait le plus consensus. Il y a une deuxième hypothèse qui est assez intéressante aussi, et qui s'intéresse aux bébés, cette fois-ci donc une fois qu'ils sont nés. Et là, ils énoncent que le réflexe du hockey pourrait être là pour aider à la coordination entre le fait d'ingérer le lait maternel tout en respirant. Pourquoi pas? Mais je veux surtout passer du temps sur la troisième hypothèse, qui semble être la plus acceptée. Et jamais j'aurais pu imaginer un truc pareil. Des chercheurs imaginent que le hockey serait un vestige de nos ancêtres. Alors quand je dis ancêtre, je suis pas sûre que ce soit le terme approprié, tellement c'est vieux, parce qu'on parle du temps où la vie vertébrée était aquatique et qu'elle commençait à évoluer pour aller sur Terre. Donc à une période où il fallait être capable de respirer à la fois sous l'eau et dans l'air, et c'est ça qui nous intéresse. Parmi nos prédécesseurs dans la lignée évolutive, il y a eu lui, le tétard.
Enfin, un animal équivalent à celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de tétard. Il y a des centaines de millions d'années, on s'entend qu'il ne devait pas du tout ressembler à ça. Mais comme on manque cruellement d'images de cette époque-là, vous aurez remarqué, on va prendre notre tétard actuel comme illustration. Et la particularité du tétard, c'est qu'il est capable de respirer dans l'eau, grâce à un système de branchies similaire à celui des poissons, et hors de l'eau, grâce à un système respiratoire similaire au nôtre. Il peut aussi respirer par la peau, mais ça c'est vraiment pas le sujet. Chez ces animaux, il y a ce mécanisme d'aiguillage qui permet soit de respirer avec les branchies, soit de respirer avec les poumons. Donc quand ils avalent de l'eau, ils poussent l'eau vers leurs branchies et ça ne rentre pas dans les poumons. Et c'est l'inverse pour respirer sur Terre. Et cet aiguillage se ferait par un système similaire à celui de notre glotte. Avoir un système qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la glotte, comme le fait le hoquet, serait donc un système réflexe super pratique s'il fallait vivre dans les deux environnements en même temps. Ce qui n'est pas notre cas. Là, je dis ça comme ça avec légèreté, mais il y a des articles de recherche aujourd'hui, en 2020, qui publient encore sur la respiration du tétard. Donc on a encore des choses à apprendre là-dessus. Pensez-y quand vous avez le hoquet. Voyez ça comme une introspection avec votre côté tétard. Mais on s'entend que ça ne fait que répondre partiellement à la question, qu'on ait des restants de ce mécanisme, soit. Mais pourquoi est-ce qu'il s'activerait? On n'a pas de branchies, donc inutile d'activer le bousin. Alors j'ai qu'une réponse partielle à proposer, évidemment. Les branchies sur un poisson, c'est géographiquement proche du cerveau. Et ce qui active les muscles de la respiration par les branchies, ce sont les nerfs qui vont du cerveau aux muscles juste à côté. Sauf que nous, nos muscles respiratoires, ils sont à perpète les oies du cerveau. On a donc des nerfs qui s'étendent du cerveau jusqu'à nos muscles respiratoires. Et toute cette distance de nerfs, c'est autant d'occasions de venir les titiller, les inflammer, et quand les nerfs sont irrités, bim, c'est le hoquet. Et dans les trucs qui peuvent irriter nos nerfs, il y a certaines nourritures, le reflux gastrique, avoir mangé trop vite, des boissons gazeuses, rire, et la liste est longue comme le bras. De vraies chochottes ses nerfs. Voici donc la réponse la plus acceptée. Le hoquet serait alors un réflexe archaïque datant d'il y a 370 millions d'années. Pourquoi est-ce qu'on a encore ça qui traîne alors que ça sert à rien? Simplement parce que ce petit bricolage évolutif malencontreux n'a finalement aucune influence sur notre capacité de survie ou de reproduction. Alors ça traîne, de génération en génération, et a priori c'est là pour rester. Bon mais alors, comment on fait passer le hoquet? Là encore, la liste des techniques est longue comme le bras. Alors, il y a des médicaments qui semblent efficaces contre le hoquet, mais si on veut rester dans la catégorie non médicamenteuse, il y a plein de remèdes de grand-mère qui sont proposés, notamment le fait de respirer dans un sac, qui est la méthode la plus reconnue parce que elle augmente le taux de dioxyde de carbone qu'on respire, qui a apparemment un lien avec le hoquet. Ne le faites pas trop, on ne respire pas dans un sac trop longtemps, d'accord? Il y a aussi le fait de retenir sa respiration, de manger une cuillère de sucre en poudre, de se gargariser avec de l'eau pétillante, de faire peur, de boire un verre d'eau à l'envers, et j'en passe. Et là, il va falloir que vous les essayiez parce que la science ne sait pas encore répondre à votre place. L'efficacité de ces techniques semble encore être approuvée. Alors vous, quelles sont vos techniques pour faire passer un hoquet? Moi, la mienne, elle fonctionne à tous les coups, mais c'est pas forcément la plus rapide. C'est d'attendre que ça passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de vous expliquer ce que je fais ici, qui n'est clairement pas mon lieu de tournage habituel, faisons un petit interlude publicitaire. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ça y est, je pense que vous savez ce que c'est un VPN à présent. On l'utilise essentiellement pour avoir accès à des services en ligne qui sont géolocalisés. Grosso modo, vous choisissez un des pays où ils ont leur serveur, ce qui a pour effet de faire croire au reste d'Internet que vous vous connectez depuis ce pays-là. Donc moi je vis au Canada et je me connecte souvent sur un serveur français pour regarder des vidéos ou des replays qui sont réservés à la France. Plutôt que de traverser l'Atlantique, j'allume le VPN, moins cher, plus pratique. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en allant sur nordvpn.com/syllabus pour qu'ils sachent que vous venez de chez moi. Je récupère pas de commission à la vente, c'est vraiment juste pour leur dire que vous venez de chez moi, tout simplement. Vous aurez accès à 70% de réduction si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui revient à autour de 3 € par mois. Et si vous entrez le code syllabus, vous aurez un mois gratuit en plus. Bref, nordvpn.com/syllabus avec le code syllabus. Alors le studio où je tourne habituellement, qui est mon bureau chez moi, est en pleine rénovation forcée, parce qu'on a eu un dégât d'eau, suffisamment conséquent pour que je ne puisse pas y tourner pendant un petit moment. Donc un grand merci à Guy qui m'a prêté son superbe studio, et je dois avouer que je suis un chouïa jalouse. Alors vous voyez pas le reste, vous voyez pas tout ce qu'on peut faire. Oh, mais
qu'est-ce que c'est bien. Quand ça fait 7 ans qu'on tourne dans un placard, on apprécie ce genre d'espace. Ouais. Allez, bye.